Je prends la parole quand les oreilles espèrent entendre la parole. Et le plus dur, ce n'est pas de parler, c'est d'avoir des oreilles disponibles à vous écouter. Avoir des oreilles disponibles, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'avoir des choses essentielles à dire. Et avoir des choses essentielles, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire des choses sans redire ce que tout le monde a fini de dire, mais surtout sans essayer de contredire ce qu'on a entendu dire, sans médire, juste parce que chacun de nous a quelque chose à dire. Un jour, nous nous sommes tous retournés vers mon père, paix à son âme, et nous lui avons dit, « Papa, nous voulons une télévision, parce qu'il y en a quelques dans le village, de petites télévisions en noir et blanc. » Mon père nous regarde et nous dit, « Vous voulez une télévision ?» « Oui, nous voulons une télévision. » On était tout petits, tout jeunes collégiens. Il va, il vient, il pose au milieu de la maison un sac de graines d'arachide de 50 kilos. Il regarde le sac et nous dit, « Voilà votre télévision. » Alors, le lendemain matin, nous nous sommes tous levés. Derrière le village, nous avons planté les arachides. Nous avons cultivé pendant toutes ces vacances. Et au bout des récoltes, pour ceux qui sont d'ici et qui comprennent la valeur de l'arachide, nous avons vendu et nous avions eu 300 000 francs. Avec les 300 000, nous avons donné à un cousin, lui aussi parti au ciel, paix à son âme. Il est venu à Dakar, il a pris l'une des rares voitures qu'il y avait et il a acheté une télévision en noir et blanc, une antenne 18 éléments, les dinosaures savent de quoi il s'agit, et 30 mètres de câble. Et là, le jour où nous avons allumé la télévision, il fallait voir l'effervescence. Cette télévision a fait 30 ans dans la maison. Elle n'est jamais tombée. Elle n'a jamais eu d'égratignure. On l'a sortie toute petite mais prise par 2 personnes. On l'a posée au milieu d'une table pour qu'elle ne chute pas. Et on ne l'a jamais laissée sous la pluie parce que nous l'avons créée à la sueur de notre front. À partir de ce moment, je me suis posé cette question. Faut-il continuer à attendre la main et à attendre? Alors je suis allé voir mon père et je lui ai dit, « Papa, je sais que je ne suis pas encore en 3e, mais je veux te décharger de m'acheter des habits. Ne me les achète plus. Occupe-toi juste de mes fournitures. Je pense que je dois pouvoir me débrouiller. » Et depuis ma classe de 4e, mon père n'a plus jamais acheté un seul habit pour moi toute ma vie. Parce qu'il m'avait appris que se réaliser, ce n'est pas attendre tout des autres, c'est poser les bonnes questions aux autres, tenir les entrants et les intrants qu'ils vous donnent, mais vous devez produire votre propre richesse pour pouvoir regarder les gens les yeux dans les yeux, pouvoir dire non, parce que vous avez la possibilité de dire un oui choisi. Mais imaginez que vous poursuivez votre cursus, vous le poursuivez, vous arrivez à l'université, vous avez envie de continuer à travailler, vous vous levez un matin alors que tout marche et qu'on vous dise vous avez la tuberculose. C'est ce qui m'est arrivé. Oui, vous avez la tuberculose. Que faire? Il fallait tous les jours prendre une injection. Il fallait être isolé et on vous prenait le poids que vous avez. Et j'avais ce jour-là remercié le ciel de n'être pas costaud parce que le nombre d'injections dépendait de votre nombre de kilos. Vous avez 50 kilos, c'est 50 jours d'injection. Et là, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Que faire? Que faire? Et ce jour, je rencontre un médecin qui vient me voir, me dire, on vous a diagnostiqué une tuberculose. 2 choses. Avez-vous déjà fumé? Tant pis pour les fumeurs. Non. Ah, il y a de la chance. Pour ceux qui fument et qui sont dans l'entrepreneuriat, n'oubliez pas que 5 paquets de cigarettes valent un sac de ciment. Calculez le nombre d'appartements que vous avez déjà fumés.
Je dis appartement. Pour certains, c'est un nombre d'immeubles. Et il me dit, je ne peux pas vous soigner, mais je peux vous accompagner à guérir. J'ai compris ce jour que je devais prendre la décision de guérir. Et j'ai pris sur moi. Tout ce qu'il fallait faire, c'est prendre les médicaments à temps, mais surtout qu'il y avait un nouveau protocole qu'il fallait essayer sur les gens. Et ce protocole-là s'appelle le protocole 2. Et je fais partie des premiers Sénégalais à avoir accepté parce que je voulais guérir. Mais malheureusement, au lieu d'un traitement de 6 mois, il y a eu un dysfonctionnement et j'ai vécu un traitement de 14 mois, ce qui a laissé des séquelles. Mais la question c'est, si je rate cette année universitaire, c'est compliqué. Mais j'ai la tuberculose. Donc il me fallait prendre le protocole 2 pour bloquer les possibilités de contamination des autres. Et quand je suis arrivé à l'université, pour mon inscription, c'est l'une des rares fois où j'ai triché, je ne suis pas fier, mais ça m'a permis d'être inscrit. Pour le contrôle médical, j'ai éteint la lampe en entrant, j'ai fait le tour, je me suis venu devant le médecin et j'ai fait semblant de me rhabiller. Ce n'est pas par hasard que plus tard je deviendrai directeur général du Théâtre National Daniel Sorane. J'ai utilisé une technique, monsieur le directeur, que j'utilise depuis que j'ai 14 ans, parce que j'ai eu la chance, à partir de 15 ans, d'écrire des pièces de théâtre dans mon village, dans la région de Louga, d'écrire des ballets et de les monter. J'ai eu la chance, à 16 ans, d'être président de l'ASC de mon village, de mon quartier, et d'être dans le mouvement navétane. Donc j'ai utilisé cette technique, brièvement, pour me faire inscrire à l'université, pour ne pas rater mon année. C'est comme ça que tous les matins, allant à l'hôpital, je prenais mes médicaments pour venir faire mon cours. Parce que j'avais compris qu'il y avait des choses dont j'étais responsable et d'autres dont je n'étais pas responsable, mais j'étais responsable d'une chose, de ma volonté. Et j'ai compris que les victoires de la vie les plus essentielles, nous les oublions. Si aujourd'hui, je vous demande quelle est pour vous la première victoire que vous avez remportée dans la vie sur vous, vous allez vous situer à des années plus tard. C'est votre premier cri. Votre première respiration à la naissance, personne ne vous a aidé à le faire et vous ne saviez pas le faire pendant 9 mois. Vous avez réfléchi? Non. Vous avez voulu respirer? Oui. C'était tellement dur que chacun de nous a crié. Mais c'est notre première victoire. Et cette victoire-là, je m'y suis accroché. Cette image de mon père, je me suis accroché. C'est pourquoi, quand plus tard j'arrive à l'université et que c'est compliqué, j'habite à Guédiawaye, là où il y a l'hôpital d'Al Djam, il n'y a que 2 bus pour venir à Dakar, je fais le choix de tous les jours marcher de Golfe Sud au centre de sauvegarde pour prendre le seul car qui existe et venir à l'université et marcher parce que je ne pouvais pas passer la journée à l'université parce que je n'avais pas d'argent. Mais je vous dis, cette résilience, je l'avais apprise dans mon village. Parce que je suis d'une famille de forgerons, et quand on quittait l'école, on allait dans la forge et on faisait de petits fourneaux qu'on vendait pour avoir de l'argent de poche. Et à l'intérieur de la forge, il y a un outil qui s'appelle enclume. Et l'enclume, dans la langue des forgerons, s'appelle découp. Découp, cela veut dire savoir supporter les coups sans changer de forme. La résilience, ça s'appelle découp. Et j'ai dit, cet instrument-là sera mon totem. Alors c'est pourquoi plus tard, vivant de cela, continuant, quand j'arrive à Genève, dans le cadre d'une adaptation de l'Antigone de Sophocle, et qu'on me met à Vendeuvre, je reçois un appel d'ici. Tu es à Genève, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur y était en ce moment, Gorgui Wadoundo, journaliste, était à la tribune de Genève. Tu es à Genève, tu as la chance d'avoir pris un avion. Est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas revenir? J'ai juste dit à celui qui me l'a dit, celui qui est venu me chercher pour faire l'adaptation, il est venu me chercher où? Il est venu me chercher à Dakar. Donc si je quitte Dakar, les autres qui voudront venir me chercher, ils vont me trouver où? Dakar est mon repère. C'est pourquoi je n'ai jamais quitté l'Afrique. Et c'est pourquoi j'ai pris tous les investissements que j'avais, j'ai fait un prêt bancaire
Et j'ai pris l'argent qu'on m'avait payé dans la collecte de comptes au Sénégal, en Bissau, en RD Congo, en Angola et au Mozambique. J'ai mis tout le paquet et j'ai créé un centre qui s'appelle la Maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti. Parce que pour moi, si tu meurs, on ne peut pas porter tes habits. Si tu meurs, on peut rentrer dans tes voitures. Si tu meurs, on peut hériter de ton argent. Mais ce qu'il y a dans ta tête, si tu le gardes, dès que tu meurs, c'est un échec social et c'est l'échec le plus lamentable. Alors, quand j'ai voulu créer ce centre-là, j'ai dit, il faut le créer. Et on m'a dit, tu ne sais pas faire de l'entrepreneuriat. J'ai dit, c'est faux. C'est tout ce que je fais depuis que je suis né. On m'a dit, tu n'auras personne pour t'accompagner. J'ai dit, c'est faux. Parce que quand je commençais à faire les comptes à la radio, il y a 24 ans, quand j'ai commencé à compter les gens, vous m'aviez dit que je n'aurais pas d'auditoire. Aujourd'hui, la Maison de l'oralité a fait de moi un référent pour le patrimoine mondial, a fait de moi celui qui a porté le dossier d'inscription du Thiéboudjen sur la liste représentative du monde. Aujourd'hui, la Maison de l'oralité a formé des leaders que vous voyez. Amdi Sané, Akay Diop, Babacar, le directeur de la Maison de l'oralité qui n'a pas encore 35 ans. La Maison de l'oralité a fait qu'aujourd'hui je peux mourir en me disant il y a 35 enfants de Kër Massar qui tous les jours, n'ayant pas l'électricité chez eux, peuvent venir faire cours. Et cette année, l'une d'elles nous a ramené un zéro faute en dictée avec des larmes parce qu'elle voulait avoir 18 dans une autre matière, elle a 17 de moyenne. C'est cela les véritables combats. Les véritables combats, ce n'est pas juste de mourir avec le témoin. En Afrique, on meurt avec le témoin. Il faut transmettre le témoin. Et ma mère m'avait dit, si celui qui parle n'est pas fatigué, qu'il ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. Et là, je commence à avoir pitié de vos oreilles. Mais n'oubliez pas ce que disent les anciens. Les anciens disent que la poussière des pieds est plus importante en économie que la poussière des fesses. Levez la poussière par vos pieds et jamais par vos fesses. Mais l'autre proverbe dit, il n'y a aucune honte à échouer. L'échec, c'est de n'avoir jamais essayé.